donc le 9, page 215. Donc j'ai tout mis au carré des deux côtés pour éliminer la racine. Voilà. Et maintenant, comme j'ai MS qui est en bas, la masse du soleil qui est en bas, il va falloir la faire remonter. Donc ça va faire qu'elle va remonter à gauche, mais comme j'étais carré à gauche, il va falloir que je fasse redescendre. Donc du coup, voilà. Pour remonter MS, je fais fois la masse du soleil, comme ça l'élimine à droite et ça le fait apparaître à gauche. Et que le T carré qui est à gauche, pour l'enlever, je vais diviser par T carré, donc ça l'élimine à gauche et ça le fait apparaître en bas à droite. Donc voilà, maintenant je peux faire le calcul. Donc la masse du soleil, ça va être donc 4 pi carré. Le rayon, donc c'était 4504 10 puissance 9 mètres. Et là par contre, parce que j'ai tout mis au carré, donc du coup si je mets ça au carré, le 2pi devient 4 pi carré. Voilà. En fait, tout ce qui est à gauche tu mets au carré, tout ce qui est à droite tu mets au carré. Mais le carré, il va du coup se distribuer. Il va se distribuer sur tous les éléments. Donc il va se distribuer sur le 2, il va se distribuer sur le pi. Et ensuite il va se distribuer sur le racine qui va du coup annuler en fait. Ensuite, ici, donc j'ai tout mis en haut. Maintenant, en bas, j'ai le G, donc 667 10 puissance moins 11. Et le T au carré, la période. Alors, la période, du coup, on l'a encore dans la couverture. Alors, évidemment, dans un exo, vous aurez les données qui seront à côté de l'exercice. Alors, la période de Neptune, c'est 165 ans. Donc 165 ans pour faire un tour. Évidemment, comme on est en année et que un temps doit être en secondes, donc du coup on fait fois 365,25 fois 24 heures fois 3600 secondes. Et du coup j'ai tout en secondes. Et du coup on n'oublie pas que là j'ai un petit carré qui traîne. Et comme on a une division ici, donc on pense à mettre une grosse fraction sous la division pour que ce soit tout ça ici qui divise. Je vais être obligé d'effacer ce qui est en dessous. Donc normalement, donc c'est masse du soleil, on doit tomber sur 1,99 10 puissance 30 kg. Donc 20 page 219. Donc satellite, ça concerne les satellites géostationnaires. Est-ce qu'on va faire un petit rappel de ce que c'est qu'un satellite géostationnaire? Il a une période de 24 heures, donc c'est-à-dire il tourne en même temps que même rythme que la Terre, même période, comme la Terre. Donc il fait un tour en 24 heures. Et ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il est placé sur le plan de l'équateur. Il est placé sur le plan de l'équateur pour pouvoir tourner sur un point fixe à la verticale de la surface de la Terre. Parce que donc la Terre, elle va tourner autour de son axe comme ça. Si jamais vous faites tourner le satellite en 24 heures aussi, mais il n'est pas sur le plan de l'équateur, il va être en travers. Donc une fois il va être côté pôle nord, une fois côté pôle sud. Donc du coup il ne sera pas toujours fixe dans le ciel. Donc il faut qu'en fait il tourne au niveau de l'équateur pour rester fixe par rapport à un point de la surface de la Terre. Et donc la Terre va tourner en 24 heures et le satellite va tourner à la verticale du même point en 24 heures également. Donc retenez bien que pour un satellite géostationnaire, vous avez deux conditions. Une condition de temps et une condition d'orbite. Donc la condition de temps, en fait, c'est la loi Kepler numéro 3, et la condition d'orbite, c'est la loi de Kepler numéro 1. Et comme on va retrouver aussi la loi de Kepler numéro 2, c'est-à-dire que sa vitesse, elle est constante. Vitesse constante. Parce qu'on n'a pas à faire une ellipse, mais un cercle. Et donc un cercle, c'est une ellipse qui est particulière. Et donc la loi numéro 2 de Kepler, elle est aussi vérifiée, évidemment. Il y a toujours les trois lois qui sont vérifiées lorsqu'on a un satellite. Voilà, du coup, on va pouvoir répondre à la question. Donc les satellites géostationnaires sont immobiles dans le référentiel terrestre. Donc ils sont fixes dans le ciel parce qu'ils tournent en même temps. La Terre, c'est le cas de satellites météorologiques qui peuvent ainsi observer en permanence une même région de la surface.
Donc plan de la trajectoire. On propose 3 trajectoires hypothétiques de satellites en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. Montrer qu'une de ces trajectoires est incompatible avec les lois de la mécanique. Alors, qu'est-ce qui se passe physiquement? En fait, le satellite, il est attiré par la Terre, par une force qui va vers le centre de la Terre. Donc je fais des flèches ici. Mais on voit bien que ici, dans le cas numéro 2, vu que les forces, elles sont vers le centre de la Terre, ici, forcément, le satellite devait être dévié vers le bas, puisqu'il est tiré vers le bas. Et on voit qu'il reste là au-dessus du pôle Nord. Donc cette situation-là n'est pas possible. On a affaire à une situation où on a donc une force qui devrait dévier la trajectoire du satellite et la faire tirer vers le bas, en fait, et ce qui n'est pas le cas. Donc question 1, montrer que l'une de ces trajectoires est compatible avec les lois de la mécanique. Donc c'est la trajectoire numéro 2 qui est incompatible, car force vers le bas dans le schéma, qui devrait faire dévier forcément vers le bas. En fait, un objet va toujours dans le sens des forces qui agissent sur lui. Et il n'y a aucune autre force. Il y a juste la force gravitationnelle, en fait. Il n'y a pas d'autre force. On est dans l'espace. Il n'y a pas de frottement. Il n'y a rien d'autre. Donc il y a juste une force gravitationnelle, donc une seule force. Donc il n'y a pas besoin, on n'est pas embêté à réfléchir par rapport à une somme de forces. Okay. Ensuite, petit b. Petit b, quelle est la seule trajectoire qui peut correspondre au satellite géostationnaire? Donc d'après le rappel que je vous avais dit, il faut que le satellite géostationnaire dans le plan de l'équateur. Plan de l'équateur. Pour qu'il puisse rester à la verticale, à la perpendiculaire d'un point de la surface. Là, dans le cas numéro 3, on voit que là, le satellite est du côté de l'hémisphère nord, ici, et ensuite, là, il sera du côté de l'hémisphère sud. Donc, on ne peut pas être fixe par rapport à un point de la surface de la Terre. Donc, la seule trajectoire qui fonctionne, ici, c'est la trajectoire numéro 1. Donc dans la question 2A, donc c'est en fait une question de cours, de notification de chacun des termes. Donc on a T, c'est la période de révolution. Donc c'est en secondes, donc c'est le temps pour faire un tour. R, c'est le demi-grand axe. Donc c'est une distance, donc ce sera en mètres. Je rappelle pour le demi-grand axe, une ellipse, donc vous avez les deux foyers ici, donc vous avez l'astre central, donc qui n'est pas au centre, et vous avez le grand axe qui est ceci, et la moitié, le demi-grand axe, ça correspond à ceci. Là vous avez ce qu'on appelle le petit axe. Ensuite, G, c'est la constante de gravitation universelle, donc qui est une valeur déterminée, 6,67 10 puissance moins 11. Au niveau de ces unités, donc, vous n'avez pas besoin d'occuper, elles sont dans le système international. Donc, à partir du moment où vous respectez bien les secondes et les mètres, donc tout ça, ça sera réglé. Ensuite, la masse, grand M, c'est la masse de l'astre central. Masse de l'astre central. Voilà, donc tout ça, ça connaît par cœur, ça correspond à la loi de Kepler numéro 3. Ensuite, petit b. Quelle est la relation entre la période T de rotation, attention, ça c'est la période de rotation, donc c'est-à-dire que la Terre, elle tourne sur elle-même, elle fait un tour, donc ça c'est la période de rotation. Elle fait ça en 24 heures. Et ensuite la période de révolution du satellite. Le satellite S, lui, il va faire un tour autour. Il faut qu'en fait, ces deux temps soient identiques. Pour que quand la Terre tourne sur elle-même, le satellite tourne à la même vitesse, au même rythme. Et que le satellite reste à la surface, enfin, du moins dans le ciel fixe, même si la Terre elle tourne. Donc voilà, ensuite, petit c, l'un des deux satellites ci-dessous est géostationnaire, lequel justifier la réponse. Donc pour ça, vous avez l'altitude. Attention, l'altitude, c'est différent
du rayon demi-grand axe, qui est lui le rayon de la Terre, plus l'altitude, h. Donc vous avez que l'altitude ici. Donc ce qu'il faut à partir de la loi de Kepler ici, trouver le demi-grand axe, et en trouvant le demi-grand axe, on pourra trouver l'altitude, et on vérifiera lequel entre ces deux est le bon. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai R, que je vais sortir de la troisième loi de Kepler. Donc déjà, j'ai R3, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire remonter pour qu'il soit au-dessus de la fraction, et donc je vais croiser tout le reste. Donc tout le reste, ça va faire T carré va rester à gauche, à peu près avec un égal entre, je peux inverser la gauche à droite, donc ça va faire Gm sur 4pi carré. Voilà. Pour enlever la puissance 3, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va tout prendre puissance 1 tiers des deux côtés. Comme ça, j'ai 3 fois 1 tiers, ça va me faire 1. Si j'ai 1, j'ai puissance 1, donc j'ai R tout seul. Et là, donc du coup, je vais avoir la bonne égalité. Au niveau maintenant de ça, c'est l'expression. Il va falloir que je fasse le calcul maintenant au niveau de l'expression. Donc il faut que je prenne la période. La période, c'est 24 heures. Donc 24 heures, je fais fois 3600 pour avoir des secondes. Hop. Donc on n'oublie pas qu'il y a un petit carré qui traîne qui est ici. Ensuite fois 6,67 10 puissance moins 11, unité du système international. Ensuite fois m. Donc la masse de la Terre, donc c'est 5,97 10 puissance 24 kg. Vous trouvez ça à la fin du livre dans la couverture, dans le rabat. Et ensuite 4 fois pi au carré. On pense que tout ça, il faut le prendre en puissance 1 tiers, et ça va donner 42 250 km. Ça, c'est R. On pense que pour avoir l'altitude, il faut enlever le rayon de la Terre. Donc ça veut dire que l'altitude, ça va être R, le rayon, enfin le grand axe, moins le rayon de la Terre. Donc ce qui va faire 42 250 km moins 6380. Ça aussi, cette valeur, vous l'avez dans le rabat du livre. Et ce qui va nous donner exactement 35 870 km. Voilà, donc c'est la valeur du rayon, et quand je regarde, ça correspond à Anik 1, donc le satellite stationnaire, c'est celui-ci. La station orbitale, elle, n'est pas du tout en mouvement géostationnaire. Ensuite, exercice 21. Donc là, vous avez pas mal de données, vous faites un petit schéma là pour pouvoir situer tout ça. Donc un satellite terrestre S de masse M se déplace à vitesse Vs en orbite circulaire à altitude H. Il est soumis, donc il est autour de la Terre. Donc vous avez la Terre, vous avez le satellite masse M, vitesse Vs, il a une altitude H, et lui, il va tourner autour de la Terre qui est ici. On choisit UN, un vecteur unitaire normal, donc du coup, voilà, UN, le vecteur UN qui est comme ceci, donc normal à trajectoire, ça fait appel aussi au vecteur UT, U petit t, donc qui est tangent à la trajectoire dans le repère de Freinet. Ça, c'est les deux vecteurs unitaires dans le repère de Freinet. On choisit UN, un vecteur unitaire normal à trajectoire. La Terre donc sera de masse mt, et on aura le petit rayon RT de la Terre, ici. Petit a, donner l'expression vectorielle de la force de gravitation force Terre sur satellite S, voilà. Donc c'est une force de gravitation, donc G est égal à M, masse de la Terre fois masse du satellite sur la distance, donc c'est ici RT plus H au carré. Voilà, je pense que là, comme j'ai un vecteur à gauche, ou que j'ai un vecteur à droite, et le vecteur qui va bien, c'est le vecteur UN ici. La force, elle est bien vers le centre de la Terre, là, hop, comme ça, donc comme UN. Donc je suis bien dans le même sens, la même direction. Voilà, c'est fait. Ensuite, petit b, sans souci d'échelle représenté sur un schéma, la Terre, le satellite UN et FTUS. Donc vous voyez que le schéma, je l'ai fait avant, mais j'ai bien fait, et du coup, je vais pouvoir compléter, et donc je vais rajouter la force ici, donc qui est parallèle à UN. Petit c, en appliquant une loi Newton, exprimer le vecteur accélération. Le vecteur accélération, on l'a où? On l'a dans la deuxième loi Newton. Donc il disait bien
une loi de Newton, laquelle c'est la deuxième. Donc il disait que ce qu'il dit tout le temps, d'ailleurs, que somme des forces, c'est la masse de satellite fois vecteur accélération. Ici, comme force, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, ici. Donc du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai GMT MS sur RT plus H au carré, voilà, UN, qui est égal à ms fois le vecteur accélération du satellite. Je remarque que là, j'ai masse de satellite à gauche, à droite, je peux les éliminer. Et donc, on veut exprimer le vecteur accélération à s en fonction des données. Voilà, donc du coup, ben, j'ai mon expression qui est ici. Petit d, déterminer l'expression de la vitesse vs du satellite. Alors, où est-ce que je vais trouver le vecteur vs? Donc, je vais trouver ce vecteur vs donc dans le vecteur accélération. En fait, j'ai deux coordonnées qui sont at et an grâce au repère de Freinet. Et toujours, le vecteur at sera égal à dv sur dt, le vecteur an sera égal à v carré sur le r, le demi-grand axe. Or, qu'est-ce que je vois? Je vois le vecteur accélération ici qui est seulement dirigé selon le vecteur un. Donc, ça veut dire que je vais prendre seulement cette coordonnée-là. Ici, je vais avoir en fait 0, puisque je n'ai pas de coordonnées selon AT, selon UT. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, tout ce que j'ai ici pour ce vecteur-là va apparaître dans la constante AN. Donc, ça veut dire que je vais avoir G, masse de la Terre, sur rayon de la Terre, plus H au carré, qui va être égal de l'autre côté à V carré sur R. Donc, le grand R, c'est RT plus H. Voilà. Donc, j'ai le RT plus H qui est une fois ici et une fois ici. Donc, d'ailleurs, je peux éliminer ici, ça me permet d'enlever le carré, et qu'est-ce que je veux? Je veux la vitesse du satellite. Donc ça veut dire que la vitesse du satellite, elle va être égale à quoi? Donc elle est ici au carré, donc ça va être tout le reste ici. G, masse de la Terre sur RT plus H au carré, et je pense à prendre une petite racine ici pour enlever le carré. Et donc du coup, voilà, j'ai mon expression qui est ici. Je ne cherche pas à le calculer, on ne me le dit pas. Donc, je vais pouvoir passer à la suite. On note T, la durée. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu de place, donc je vais passer au-dessus. Voilà, en petit e, on me demande T, la durée mise par satellite pour faire un tour. Donc, c'est la période de révolution. Comment appelle-t-on cette grande? Voilà, T, c'est la période de révolution. Ensuite, de déterminer c'est une expression en fonction de tout le reste ici. Alors, comment je vais faire le lien? J'avais VS ici, comment je vais faire le lien avec T ici? Tout simplement, la vitesse du satellite, c'était une distance sur une durée. Mais quelle distance spéciale je vais prendre? C'est, puisque j'ai la période de révolution, c'est tout ce qui concerne un tour. Donc, je vais prendre la distance d'un tour, ça va être 2pi et fois le rayon, RT plus H, voilà, c'est 2pi R, en fait, le périmètre d'un cercle, et la durée ici, ça va être T. Donc, qu'est-ce que j'ai, en fait et de l'autre côté, j'ai VS qui est exprimé ici, donc je vais le reprendre là. Donc, ça va me faire que finalement, je vais me retrouver avec donc VS qui est égal à la racine de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il vaudra mieux que je passe par le carré pour éliminer la racine. Donc, je vais avoir G MT sur RT plus H au carré. Donc, j'ai plus la racine puisque j'ai décidé de mettre tout au carré. Donc, ce qu'il y a de l'autre côté, je vais le prendre au carré aussi. Donc, ça va faire RT plus H. Hop, du coup, au carré. Non, j'avais plus de carré ici. Ici, hop, le carré est effacé. Donc, du coup, hop, il faut que je l'efface ici. Voilà. Et puis en dessous, GT. Donc, si je veux pouvoir faire la suite, il faut que je me fasse un petit peu de place ici. Voilà. Et je vais finir d'exprimer. Donc, moi, je veux T tout seul. Donc, il va falloir que je croise tout ça. Donc, le T, lui, il va monter. Ça va monter ici. Ça va descendre. Et donc, du coup, je vais me retrouver avec, donc, finalement, RT plus H, le tout au cube, sur GMT. Voilà. T était monté. Et donc, finalement, je me retrouve avec l'expression de la troisième loi
de Kepler, sauf que il manque un petit truc, oui, j'avais un carré, puisque j'étais tout en carré. Donc, il faut dire qu'il faut que j'ai le carré ici aussi. Et puis, du coup, je me retrouve avec l'expression de Kepler, numéro 3, en fait, la troisième loi de Kepler. On voulait juste l'expression, donc reste en lettres. Donc, voilà, c'était en fait la démonstration de la troisième loi de Kepler. Donc, voilà, qu'il faut savoir refaire. Donc le point crucial, c'était ici d'utiliser on utilise un tour, donc un tour de cercle. Voilà, ici, donc on prend le périmètre du cercle pour pouvoir se débloquer la situation. Enfin, l'exercice 21, ici, donc on a Neptune qui possède plusieurs satellites, Triton et Néréide. Donc Triton, trajectoire circulaire, Néréide, trajectoire elliptique. Donc je rappelle qu'un cercle, c'est en fait une ellipse qui est particulière. Une ellipse, elle a deux foyers. Un cercle n'a qu'un seul centre, ça veut dire que c'est les deux foyers qui se sont rassemblés en fait. Donc un référentiel géocentrique, héliocentrique, neptunocentrique, néréidocentrique, le mouvement de Triton est-il circulaire? Donc en fait, Triton il tourne autour de Neptune, donc ça veut dire qu'il faut prendre le satellite neptunocentrique, c'est Neptune qui est au centre. En fait, on va toujours se positionner pour voir l'objet bouger autour de nous. Donc on se met au centre de Neptune. Triton n'est soumise qu'à l'action de Neptune, donner expression vectorielle de la force de gravitation, Fn de t, donc je veux force de Neptune sur Triton. Ici, exercée par Neptune sur Triton, et montrer que le mouvement circulaire du Triton est uniforme. Alors du coup, déjà, dans un premier temps, donc je vais m'occuper d'abord de la force, donc c'est force de gravitation, j'ai masse de Neptune fois masse de Triton sur la distance au carré, et j'utilise le vecteur unitaire UN du repère de Freinet. Donc ici, je le redessine, mais c'est la même chose que l'exercice d'avant. Donc j'ai le vecteur UN qui va vers le centre, voilà, et j'ai le vecteur UT qui est tangent. Montrer que le mouvement est circulaire. Alors, pour ça, toujours pareil, deuxième loi de Newton, donc somme des forces égale MA. Donc là, j'ai qu'une force, c'est la force de Newton sur Triton, qui est égale à M de Triton fois le vecteur accélération, ici. Donc le vecteur accélération est parallèle, il est parallèle au vecteur UN, hein, donc il va en direction du centre, si Neptune est ici, voilà, du centre de Neptune. Et donc, du coup, s'il est parallèle à UN, on rappelle qu'un vecteur accélération, qu'est-ce que c'est? Il a deux composantes, AT, AN. AT, c'est dV sur dt, et AN, c'est V carré sur le rayon. Voilà, le rayon, ou c'est-à-dire le demi-grand axe. Voilà. Donc, mais comme A est parallèle à UN, c'est-à-dire que selon le vecteur UT, je n'ai rien, donc j'ai 0. Si j'ai la dérivée de la vitesse qui est égale à 0, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. On a ceci. Donc le mouvement circulaire est uniforme. Ensuite, petit c. Déterminer l'expression de la vitesse V1 du Triton et celle de sa période. Donc il va falloir faire le calcul. Donc on va partir de là. On a ici, d'après le petit b, donc on a G, masse de Neptune fois masse de Triton sur le demi-grand axe au carré qui est égal à masse de Triton, voilà, fois l'accélération. Tout ça, c'est selon le vecteur UN. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai plus de vecteurs. Donc, je vois que la masse du Triton est la même partout. Le vecteur accélération, selon UN, il est égal à ceci. J'ai juste la coordonnée UN, donc ça fait V carré sur petit r. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, je veux la vitesse, donc la vitesse V1 ici, et ensuite la période T1. Donc du coup, je vais avoir V, donc je vois que j'ai R à gauche et à droite en bas, donc je vais pouvoir en éliminer 1. Donc je vais éliminer R à droite et je vais passer de R carré à R puissance 1, et donc ce qui fait que je vais avoir la vitesse V1, donc qui va être égal à racine carrée de G masse de Neptune sur R. Voilà.
Voilà, j'ai rien d'autre ici. Et maintenant, pour la période, bah, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que comme j'ai un cercle V1, c'est égal la distance pour faire un tour de cercle, donc 2pi r, sur la période T1. Donc, ce qui fait que T1 va être égal à, en fait, donc je crois, je le montre, donc 2pi r ne va pas bouger, je vais avoir V1 en dessous, et donc V1, c'est cette expression-là qui est ici. Donc, je le remplace avec racine. Donc, ce qui fait que je vais avoir 2pi r sur racine de gm n sur r, le tout, tac. Euh, Et pour pouvoir terminer le calcul, il va falloir que je me débarrasse de la racine, donc je masse tout au carré, donc ça va me faire que T1 au carré va être 4pi carré R carré sur GMN sur R ici. Donc ce qui revient à faire 4pi carré égale plutôt 4pi carré R carré, donc fois petit r sur GMN, c'est-à-dire la fraction qui était ici, et je l'inverse ici. Donc du coup, je remarque que j'ai du r cube qui apparaît. Donc ça fait que T1 carré est égal à donc 4 pi carré r cube sur g masse de Neptune. Voilà, j'ai mon expression. Donc soit je laisse effectivement le t au carré, soit si je veux laisser que T1 tout seul, bah, je prends racine après de tout ça pour éliminer le carré qui est ici. Mais on veut l'expression, donc on peut s'arrêter là. Et passer au petit d en déduire l'expression de la valeur R1 de l'orbite de Triton. Alors si je veux R1, bah, il est là. Donc R1 est ici, donc du coup je vais le passer tout seul en déduire l'expression de R1. Donc si je le laisse tout seul, je le laisse à droite, donc je vais avoir T1 au carré G masse de Neptune qui est ici sur 4pi au carré. R1 au cube, il reste tout seul. Comment je fais pour éliminer un cube? Bah, je prends en fait puissance 1 tiers, mais je fais forcément des deux côtés puisque j'avais une égalité. Voilà, 3 fois 1 tiers, ça fait 1, ça s'élimine. Et du coup, je me retrouve avec l'expression de rayon qui va être donc soit R1, voilà, qui est égal à T1 carré G masse de Neptune sur 4 pi carré, le tout puissance 1 tiers. Il ne faudra pas oublier le puissance 1 tiers si jamais on a besoin de faire le calcul. En déduire l'expression, voilà, je m'arrête là, donc j'ai pas besoin de... Ah, maintenant il faut la valeur, voilà, on a besoin de la valeur. Donc, on y va, on va calculer. On va calculer tout ça, donc ça va faire que R1 va être égal, alors T1, 9,5 jours, 5,9 jours plutôt. Donc ça, c'est des jours de 24 heures fois 3600 secondes. Voilà, et on n'oublie pas qu'il y a un petit carré qui est ici. Ensuite, le G, 6,67, 10 puissance moins 11. Masse de Neptune, qui est ici, 10 puissance 26. 10 puissance 26 kg. Ensuite, tout ça est divisé par 4 pi carré, et je pense à prendre le tout puissance 1 tiers. Donc, ce qui nous fait 3,53, 10 puissance 8 mètres. Voilà. Ensuite, petit e. Troisième égalité est applicable aux satellites de Neptune, de façon c'est applicable pour tous les satellites, pas seulement ceux de Neptune. Déterminer la valeur de la période de révolution T2. Donc on veut T2 concernant le deuxième satellite. Donc T2, son expression est ici. Si je veux donc T2 et pas T au carré, il y a racine, donc ça fait 4 pi carré fois la distance, donc petit a, puisque là c'est pas un rayon, puisque c'est pas un cercle, on a affaire
à Néréide qui a une trajectoire elliptique. D'ailleurs, ils mettent ici, j'aurais préféré plutôt qu'ils mettent A2. Donc moi, on va l'appeler A2 ici. Et en dessous, on aura G, masse de Neptune. Racine de tout ça, on pense aussi que c'est en cube ici. Voilà. Donc du coup, j'ai plus qu'à remplacer toutes les valeurs et puis faire les calculs. Donc, concernant toutes les valeurs, donc je fais racine 2. Donc 4 pi carré fois, alors A ici, attention, c'est en kilomètres, donc il faut penser à le convertir en mètres, ça va faire du 10 puissance moins 9, 10 puissance 9. Je suis en cube, ici, le G, 6,67, 10 puissance moins 11, fois la masse de Neptune, ici, toujours 10 puissance 26 kg. Voilà, je pense à mettre une petite parenthèse ici sous la fraction parce qu'on ne sait jamais. Et puis du coup, le résultat, ça va faire 3,14 10 puissance 7 secondes. Ouais, 7 secondes. Si je divise par 3600 et que je divise aussi par 24, donc ça va me donner en fait 363 jours. Donc en fait, une année pour Néréide fait un tour en 365 jours. Bah, c'est quasiment comme la Terre, c'est-à-dire une année sur Néréide, c'est à peu près une année sur la Terre.